L'objectif de ce cours, c'était de montrer comment on pouvait utiliser de multiples approches géologiques, donc en fait synthétiser tous les outils que vous avez acquis au cours des 2 années pour travailler sur un même objet qui est ici une chaîne de montagnes de collision. Donc dans cette dernière partie, on va rentrer un peu plus dans la chronologie de la formation de cette chaîne de montagnes. Donc dans une première étape, nous avons utilisé des arguments pétrologiques, donc les roches, pour montrer qu'il s'agissait d'un océan basé sur une dorsale lente. Donc là, c'est avant tout la nature des roches en travaillant sur différents massifs massifophylétiques qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion. Donc là, c'est la connaissance des roches. Alors pourquoi se forme-t-il un océan? Pour le moment, nous n'avons pas argumenté ça du tout. Et en fait, c'est là où qu'on voit qu'une approche limitée sur un objet géologique en fait fonctionne pas. Et il faut savoir quel est le contexte à ce moment-là qui fait qu'il peut y avoir ou qu'il n'y a pas divergence ou convergence. Donc en fait, il faut une reconstitution à l'échelle de l'ensemble du globe de ce qui se passe à ce moment-là pour comprendre réellement pourquoi il y a un océan à l'endroit où nous travaillons. Donc si on se place à la fin du primaire ou au tout début du Trias, l'ensemble des continents sont soudés dans ce qu'on appelle la Pangée. Pan c'est total, Géos c'est la Terre, donc la Pangée ça veut dire la totalité des terres qui se sont tous regroupés et les plaques continentales elles fusionnent parce qu'elles créent des chaînes de montagnes. Les chaînes de montagnes réunissent deux plaques et n'en font plus qu'une seule, donc on a de multiples chaînes de montagnes. Donc, nous allons voir en TP celle-ci, la grande chaîne de montagnes hercynienne, qui a soudé l'ensemble des plaques du nord, la Laurasia, avec l'ensemble des plaques du sud, le Gondwana. Donc on part d'un système de Pangée. Donc ça, c'est ce qu'on a au Trias. Et donc au Trias, il y a un petit peu de sédimentation parce qu'il y a ici ce qu'on appelle la Paléothétis, qui est un océan qui borde cette Pangée, qui permet à des bras de mer d'arriver dans la zone qui sera notre future zone alpine. Et donc là, on est simplement sur du continent qui est immergé, donc on est sur des mers épicontinentales. Au tout début du Jurassique, on a vu qu'il était possible de dater la formation de certaines failles normales et donc d'avoir un rifting. Donc ça, c'est pas tout à fait correct. C'est en fait au Lias, c'est-à-dire au tout début du Jurassique. Donc on se situe ici. Fragmentation par rifting continental. Et le Briançonnais qu'on représente ici comme majoritairement émergé, puisque la sédimentation au Trias est relativement rare et elle est constituée de zones qui sont émergées, puisqu'on y trouve des figures de dessiccation. Donc dans la zone dauphinoise, on a une zone qui est plutôt immergée avec les blocs basculés, donc on a une mer épicontinentale avec une possibilité de sédimentation assez importante. La zone briançonnaise, non, parce qu'elle est majoritairement émergée. Et donc on a une différence de sédimentation qui est tout simplement due à la profondeur. Un peu plus tard, on a carrément la Thétis qui vient séparer la Laurasia du Gondwana. Et donc avec un océan qui est plus marqué. Alors pourquoi est-ce qu'on a un océan ici dans les Alpes? En fait, c'est à cause de ce qui se passe ici, c'est-à-dire la formation d'un océan Atlantique. C'est en fait l'océan Atlantique central qui, en s'ouvrant, faisant ici quelque chose qu'on peut assimiler à une faille décrochante, induit le même mouvement. Donc le mouvement que nous avons ici se retrouve ici, parce qu'il est transmis en sorte par une zone qui passe entre la future Ibérie et l'Afrique et qui transmet les forces. Donc en fait, au niveau de l'océan alpin, on n'est pas réellement sur une zone qui par soi-même est un océan. En fait, c'est un océan secondaire qui n'est là que parce que l'océan Atlantique central s'ouvre.
Donc ça, c'est ce qui se passe à l'époque du Jurassique. Donc on voit apparaître de la croûte océanique, donc on suppose qu'il existe une dorsale, même si nous n'avons pas de traces directes de cette dorsale. Ensuite, quand on est à l'époque de la fin du Crétacé, du début du Tertiaire, l'océan disparaît à la fois par convergence et par subduction. Donc pourquoi une durée de vie aussi courte pour cet océan? C'est quelque peu curieux. Alors l'océan Atlantique central continue à s'ouvrir en éloignant l'Afrique de l'Amérique, donc c'est ce qu'on voit ici. Mais repérez aussi qu'on a ouverture de l'Atlantique sud. Et si on a ouverture de l'Atlantique sud, forcément, ça fait tourner l'Afrique sur elle-même, ça la fait remonter, et en faisant remonter, qu'est-ce qui se passe? Ce mini-océan ici, qui est l'océan alpin, se referme à cause de la rotation de l'Afrique qui est due à l'ouverture ici de cet océan Atlantique Sud. Donc l'océan alpin s'était ouvert grâce à l'ouverture de l'Atlantique central, et l'océan alpin se referme à cause de l'ouverture de l'Atlantique Sud. Et puis l'Atlantique Nord s'ouvrira encore un petit peu plus tard. Donc c'est la période où on a les flysch, avec en plus ces flysch qui sont fortement charriés au moment où on va avoir de la convergence. Et puis c'est la zone où vient se structurer la zone liguro-piémontaise, donc avec cet écaillage caractéristique lors de la fermeture de cet océan. Donc la fermeture, on commence à en avoir des indices vers la fin du Crétacé, mais surtout le tout début du Tertiaire, on a des indices flagrants de fermeture de l'océan et même de collision un petit peu ensuite dans le Tertiaire. Donc après la subduction océanique, on voit l'apparition de la racine crustale, donc l'empilement des croûtes continentales, c'est ce qu'on va appeler la collision. Et là, l'indice le plus simple de collision, c'est de repérer le bassin molassique qui va se former à cause de la surcharge. Donc c'est vraiment assez simple à dater cette collision, il suffit de regarder les plus anciens sédiments qui sont dans un bassin molassique. Et c'est ce qui se passe ici, donc formation des Alpes à cause de cette rotation de l'Afrique qui entraîne, parce qu'à l'époque elles sont soudées, qui entraîne l'Apulie. Du coup l'Apulie rentre en collision avec l'Europe en faisant disparaître tout cet océan. Vous remarquerez au passage, parce qu'on en dira un mot en TP, qu'il y a aussi un mouvement de l'Ibérie, ce qui formera les Pyrénées, et c'est pour ça que on a formation des Alpes et des Pyrénées à la même période, c'est parce qu'en fait ce ne sont pas deux événements indépendants, tout ça est la conséquence de l'activité de la dorsale atlantique. Donc on pense que la subduction de la marge européenne est finie à l'Éocène, donc au début du primaire. Et la collision elle-même, donc collision au sens strict, empilement des croûtes continentales, elle est bien marquée vers 35 millions d'années. Aujourd'hui, on est à la transition a priori entre la convergence et le réétalement gravitaire. Donc si on essaye de résumer pour que vous puissiez vous repérer dans le temps, donc le rifting continental avec le marqueur que nous avons vu en TP, nous on l'avait marqué ici au tout début du Jurassique. Ailleurs dans les Alpes, on a quelques indices disant que ça peut tout à fait commencer aussi au Trias. Donc un rifting continental à la limite entre Trias et Jurassique. Une expansion océanique qui est bien marquée au Jurassique et pendant une bonne partie du Crétacé, d'où l'ampleur de la sédimentation Jurassique et Crétacé que l'on voit dans la zone subalpine, puisqu'au fur et à mesure que l'océan s'étend, toute cette zone s'approfondit. Ensuite, de façon très surprenante, au tout début du Crétacé, subduction de la marge afro-apulienne, donc je vous ai proposé dans le schéma qu'elle se fracture et qu'elle descende à ce moment-là. Puis, subduction océanique. Et puis enfin, subduction européenne entraînée par cette subduction océanique, et puis quelques fragments qui se détachent et qui remontent, comme Doramera par exemple, ou comme le Grand Paradis, et tout ça remonte là où c'est facile, donc à travers le canal serpentineux, puis les sédiments océaniques qu'on appelle les schistes lustrés, et donc ça remonte dans la zone liguro-piémontaise, et ça remonte pas forcément du côté de l'Europe, ça peut tout à fait remonter du côté est.
Donc ici, vous avez l'ensemble des schémas qui vous est proposé pour essayer de vous représenter l'ensemble des phénomènes, tant au niveau planétaire, donc bien relier ça avec le fonctionnement de l'océan Atlantique, que en coupe pour pouvoir vous représenter comment un mini-océan, qui est l'océan alpin, dérive en fait de l'océan Atlantique. Donc d'un point de vue méthodologique, pour étudier un objet quel qu'il soit, ici on le fait sur une chaîne de montagne, on a commencé par beaucoup d'observations de terrain. Je vous ai montré des photos de paysages, que ce soit en cours, en TP, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement sur le TP, sur le paysage en vrai, sur le terrain. On a continué avec de la géophysique, avec un profil sismique, avec les anomalies de Bouguer, avec les vecteurs GPS, comment on fait avec toutes ces données. Ça commence à complète les observations de terrain, parce que vous avez vu que la limite des observations de terrain, eh bien, c'est que la plupart du temps, on n'a accès que aux éléments les plus superficiels, et donc on ne sait pas forcément ce qui se passe en profondeur. Par contre, la géophysique nous a amené des arguments sur la structure en profondeur. Donc en réunissant tout ça, on arrive à retrouver l'histoire paléogéographique. Mais vous avez vu qu'il faut intégrer l'ensemble des informations disponibles et qu'il faut même l'intégrer à l'ensemble de l'histoire de la Terre pour comprendre réellement comment est-ce qu'une zone fonctionne. Donc comme indice de formation d'une chaîne de montagne, comme indice d'une orogénèse, vous avez de façon assez évidente l'existence d'un relief qui vous a permis de caractériser les montagnes de cette chaîne de montagnes. Il y a aussi une racine crustale qu'on peut mettre en évidence soit par les anomalies de Bouguer, les anomalies gravimétriques de Bouguer, soit par un profil de réflexion ou de réfraction sismique. Les deux vous donnent en fait accès à la même information, avec des méthodes différentes. Sinon, sur le terrain, on peut montrer qu'il y a des indices de raccourcissement qui seront donc à l'origine de l'épaississement. Donc on a vu des failles inverses, des chevauchements, des charriages donnant naissance à des fenêtres, à des clips. On avait vu aussi des grands chevauchements. Tout ça sont des indices de raccourcissement, donc d'épaississement. Ça c'est valable pour toute chaîne de montagne, quelle qu'elle soit, parce que toutes les chaînes de montagne ne sont pas des chaînes de collision. Ceux qui feront des études de géologie parmi vous verront en fait d'autres types de chaînes de montagne. Si on vous demande de montrer que la chaîne de montagne sur laquelle vous travaillez est bien une chaîne de collision, par exemple on vous propose les Pyrénées, l'Himalaya, donc vous devez d'abord montrer que c'est une chaîne de montagne, avec tout ce qu'on a montré précédemment, mais ensuite vous devez montrer que parmi les 4 types de chaînes de montagne, il s'agit d'une chaîne de montagne de collision. Donc la première chose c'est d'aller voir la racine crustale. Parce que cette racine crustale asymétrique provient de la subduction. Et par définition, une chaîne de collision provient de la disparition de l'océan qui séparait les deux masses continentales qui sont rentrées en collision. Donc s'il y a eu subduction océanique, derrière il y a eu subduction continentale, et donc il y a une racine crustale asymétrique. C'est typique de la collision. Donc on va voir des indices qu'il y a ces empilements de croûte. Donc je vous rappelle, n'expliquez pas ça avec une croûte qui passe au-dessus d'une autre. Il n'y a pas de mécanisme physique vous permettant de dire ça, mais au contraire insistez sur le sous-charriage. Il y en a une qui passe sous l'autre parce que la subduction océanique a fait une traction sur elle qui fait qu'elle est passée sous l'autre. Et souvent, du côté de la plaque chevauchante, il y a des indices d'amincissement crustal. Mais c'est moins moins important. Ce qui est important, c'est de mettre en évidence le fait que vous avez des indices de sous-charriage et donc il y a, selon vous, une croûte sous une autre. Et vous avez vu que ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'il y a souvent des coins de manteau qui sont coincés entre les deux croûtes et qui nous permettent, avec un profil écorce, de montrer qu'il y a bien deux croûtes qui s'empilent. Comme indice important aussi, c'est le fait qu'il existe un bassin flexural. Donc pour ça, il vous faut un profil sismique montrant qu'effectivement, il y a une flexure de la lithosphère qui fait qu'il y a un bassin sédimentaire juste avant la chaîne. Et puis vous avez des indices directs, on verra qu'on les retrouve même dans des chaînes de collision anciennes, des roches
de la lithosphère océanique et qui peuvent toujours être trouvées. Et puis sinon, il y a aussi le métamorphisme. Si vous arrivez à prouver que ces roches se sont bien formées dans un métamorphisme basse température, haute pression, alors il y a eu subduction. Et donc, on essaye de le prouver bien sûr pour les roches océaniques, souvent c'est assez facile, et de façon plus délicate pour les roches cristallines. Il y a moins de minéraux métamorphiques facilement utilisables, mais parfois on y arrive quand même. Et puis, on peut enfin avoir un indice, les indices de magmatisme calco-alcalin. Alors, il y a juste un tout petit site dans les Alpes, c'est pas très fréquent, mais si on travaille sur des chaînes plus anciennes, vous verrez que ça devient un argument majeur dans une chaîne de collision ancienne, ce magmatisme calco-alcalin. Donc, nous allons faire un TP sur les massifs anciens. Donc, c'est pas le tout prochain TP, c'est celui d'après. Et justement, la question sera tous les outils que nous avons utilisés ici pour des chaînes actuelles, donc Alpes ou que vous pourriez dans des exercices de transposition appliqués aux Pyrénées, qu'est-ce que ça devient quand j'ai affaire à une chaîne de montagnes ancienne pour lesquelles il y a déjà eu étalement gravitaire, il y a déjà eu érosion, je n'ai plus qu'une pénéplaine. Comment est-ce que je vais pouvoir dire quand même qu'il s'agit d'une chaîne de collision? Pour terminer, n'oubliez pas d'aller faire les quiz. Je vous rappelle que c'est un outil de mémorisation qui est extrêmement pratique. Donc pour ceux qui préparent l'agro, vous vous contentez de faire les quiz Alpes partie 1 et 2. Et puis des questions beaucoup plus axées pour G2E font l'objet d'un quiz à part. Bon quiz!